Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour. Alors après Rome, après l'escolier de Dieu, après le serviteur du prophète, le dernier livre de Mika Valtari qu'on vous fait gagner ce mois de juin sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'Étrusque. Un livre qui cette fois-ci nous emmène au 5e siècle avant Jésus-Christ, notamment à Delphes, centre du monde grec et ville hautement sacrée, c'est ça? Absolument. C'est un voyage absolument fascinant au cœur de la Grèce antique, grosso modo 600 ans avant Jésus-Christ, avec Mika Valtari qui nous fait découvrir un état du monde quasiment vierge, si je puis dire, innocent, sans pollution, le pur. C'est un voyage en compagnie d'un jeune garçon qui s'appelle Turms, qui ne connaît pas ses parents, hein, il est orphelin, et on découvre à la fin du livre pourquoi justement il est orphelin. Mais le début du livre commence par quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a une vision, il voit son ange gardien. Son ange gardien est une femme. À l'époque, les Étrusques ne donnaient pas le terme de ange gardien, mais esprit tutélaire. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve également en Égypte pour désigner ce qu'on appelle les anges gardiens, et également en Afrique. Vous voyez, l'esprit tutélaire, l'esprit qui vous accompagne, qui vous guide. Et donc, comme c'est une femme, il en tombe follement amoureux, et tout au long de sa vie, parce que là, c'est une vie entière qui est déroulée devant nos yeux sur 600 pages, eh bien, il attend avec impatience le moment de la revoir, parce que c'est un événement marquant, c'est un événement surnaturel. Et vous savez que Valtari, c'est l'un des rares écrivains, avec Kuruma, l'écrivain africain, et Gabriel Garcia Marquez, qui a toujours décrit les choses, on va dire surnaturelles ou magiques de la vie quotidienne, et surtout à l'époque. Et donc dans ce livre, on est d'autant plus emporté que Turms tombe amoureux. Et il tombe amoureux d'une vierge sacrée nymphomane. Wow. Alors c'est tout un programme. Vous savez que vous savez, c'est très intéressant parce que vous savez, on apprend tellement de choses avec Valtari. Par exemple, à l'époque, dans les temples, hein, ce qui correspond aux églises de nos jours, hein, dans les temples, il y avait des prostituées. C'était des prostituées sacrées. Donc inutile de vous dire que tout le monde allait à la messe le dimanche, et même les jours de semaine, et qu'il y avait une assiduité sans égale, c'est le cas de le dire. Parce que les prêtresses, les prêtresses d'Artémis s'unissaient aux fidèles, voilà. C'est aussi simple que ça. Et lui tombe fou amoureux d'une prêtresse sacrée, d'une soi-disant vierge nymphomane. Donc c'est tout un programme. Et alors on voit ce couple absolument improbable évoluer tout au long des 600 pages dans la Grèce antique. Alors comme d'habitude avec Valtari, on rencontre tout un tas de personnages historiques qui nous emmènent, qui nous donnent des clés justement. Je pense notamment à des scènes qu'il décrit qui sont fabuleuses, notamment je pense à la bataille de Marathon. Waouh, ça c'est vraiment impressionnant parce que tout le monde connaît le marathon pour la course, hein, mais on oublie quand même que c'est quand même une bataille épique, hein, qui est rentrée dans l'histoire militaire. Et ça, je dois avouer que c'est des grands moments. D'ailleurs, vous savez, dans ce livre, moi je le relis régulièrement, comme je relis régulièrement Sinou l'Égyptien. Ça fait partie des 2 livres de Mika Valtari. Ça fait maintenant 20 ans que je suis, ou qu'est-ce que je dis, 30 ans que je suis totalement en admiration devant son travail. Et ça fait partie des livres que je relis chaque année. Et c'est vrai que comme dans Sinou l'Égyptien, dans l'Étrusque, et plus encore dans l'Étrusque, il y a des passages qui sont tellement puissants, tellement forts, et toujours avec cette passion pour les parfums qu'il a, on les relit 2 fois, tellement ça nous emporte. C'est fascinant, c'est totalement fascinant. Je pense notamment au passage à Delphes où il rencontre l'oracle, hein, puisque vous savez que initialement, c'était un berger qui avait perdu une brebis dans un trou, et en fait c'est un lieu volcanique, enfin on sait pas trop, mais toujours est-il qu'il y avait des espèces de fumées qui sortaient, donc ces fumées, c'était un peu comme un gros pétard, hein, une espèce un mélange de LSD, de marijuana, enfin on sait pas trop, hein. Il y a eu des recherches qui ont été faites même récemment par une équipe du MIT qui est allée sur place à côté de Delphes,
pour analyser. Donc ils ont trouvé, il y a même un livre qui a été écrit là-dessus, c'est très intéressant d'ailleurs. Et donc le berger en question est revenu complètement allumé, puis il a parlé du futur. Et en fait, c'était pour les Grecs de l'époque, c'était surtout un messager d'Apollon. Et d'ailleurs, les pythonesses, c'était les voyantes, étaient considérées comme les messagères, pardon, du dieu Apollon, dont le temple a été construit par la suite, juste là où cela s'était passé. Donc c'est devenu le centre du monde antique. Il faut jamais l'oublier. C'était vraiment le centre du monde, comme aujourd'hui le centre. Enfin, aujourd'hui, naguère, on va dire avant 2011, 2001, pardon, le centre du monde financier, on va dire, se trouvait à Wall Street. Vous voyez, avant l'effondrement des deux tours, le World Trade Center, le centre du commerce mondial. Donc à l'époque, Delphes était le centre du monde. Le monde antique se rendait à Delphes pour consulter l'oracle, voilà, pour connaître l'avenir. D'ailleurs, au cours des 6 siècles de l'exercice de l'oracle, on a enregistré beaucoup de ces prédictions qui se sont avérées exactes, toujours très très intéressantes. Voilà, donc c'est pardon. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce qui nous permet de comprendre deux choses, ce livre. Un, parce qu'on est plongé dans le monde antique, le monde grec, le monde de tous les dieux et des déesses, vous voyez, de Zeus, de Athéna, de Artémis, et j'en passe, c'est des meilleurs, Héra, les messagers, Iris, Hermès, etc. Et on voit que ces dieux et ces déesses parlaient à travers des médiums, des voyantes. L'oracle étant le point central. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et on voit la rupture qui s'annonce, c'est-à-dire que avec l'arrivée du Christ, qui a dicté, enfin du moins ses apôtres ont pris, ont noté ces paroles, on voit la rupture, c'est-à-dire que avec Saint Jean, Matthieu, etc., nous avons eu pour la première fois les paroles enregistrées d'un dieu. Ce qui était auparavant impossible. Auparavant, les dieux et les déesses accompagnaient les fidèles en leur parlant à travers des médiums et des voyants. Ça, c'est très très intéressant comme rupture, justement. Et la lecture de l'Étrusque m'a permis, à titre personnel, de comprendre beaucoup de choses, de cette espèce de logique magique surnaturelle qui animait les Grecs. Très important, ça. C'est un livre. N'oubliez pas d'ailleurs, n'oubliez pas que la plupart des textes qu'on a du Nouveau Testament sont en grec. C'est vrai. Oui. C'est un livre qui est complètement empreint de mystère et de surnaturel, comme vous l'avez dit, peut-être encore plus que les autres livres de Mika Waltari. Absolument, beaucoup plus. Forcément, si vous voulez, parce que d'une part, pour quiconque a été en Grèce, là je parle pas de Athènes en particulier, même si le Parthénon c'est quelque chose d'absolument mirifique, magique, extraordinaire, c'est comme un trou temporel qui est là. C'est surtout la nature que décrit Waltari et tous les parfums comme à son habitude et la beauté de la Méditerranée, de la mer Ionienne, c'est absolument sublime. On est là un peu comme dans une terre primitive, vous voyez. En plus, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de surpopulation comme aujourd'hui. Et on voit quand même que, bien ça n'empêchait pas tous ces micro-États de se faire la guerre, sans parler des pirates, parce qu'à un moment donné, on voit Turms qui se retrouve sur un bateau, et donc sur des trirèmes, en train avec les rameurs et tout. Enfin, c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. C'est un pur, je veux dire, là, c'est vraiment le livre de vacances par excellence qui nous fait voyager. Moi je l'ai lu, je peux vous le dire, je l'ai lu à un moment donné, je faisais des trajets en métro, etc. Et je peux vous dire que même si vous êtes dans un métro bondé de passagers, tout ça disparaît autour de vous. Voilà. C'est le talent absolument génial de Waltari. Ouais, comme vous l'avez dit, ça fait beaucoup penser à Gabriel Garcia Marquez. Ça n'a rien à envier à 100 ans de solitude, par exemple, même si Gabriel Garcia Marquez est plus connu, il a eu le prix Nobel, etc. Mais on ressent un peu... La première fois que le prix Nobel a pris une certaine valeur dans le domaine, enfin le prix Nobel de littérature, c'est justement quand ils ont décidé de le donner à Gabriel Garcia Marquez. Parce que jusqu'à présent, et même depuis d'ailleurs, les prix Nobel de littérature, tout le monde s'en fout. Je veux dire, c'est des auteurs qui ne sont absolument pas plébiscités par le public. Vous savez, c'est un peu comme les critiques de cinéma qui s'extasient devant des films d'art et d'essai que tout le monde, personne n'y comprend rien, sauf les critiques littéraires, bien entendu. Enfin cinéma, mais c'est exactement la même chose dans ce domaine-là. Zola, par exemple, le prix n'a pas reçu le prix Nobel, alors que je veux dire, les gens qui ont reçu le prix Nobel, si vous
prenez la liste. Il y a beaucoup qu'on a oublié. Ouais. Attends, ce sont des gens qui ont existé vraiment. Et le prix Nobel, c'est peut-être le seul prix Nobel de littérature qui vraiment était justifié. Ça c'est clair. Puis c'est un livre. Vous avez même vu Valtari. C'est même étonnant que Valtari n'ait pas été distingué, alors que, je pense que je vous en avais parlé, il écrivait il était ambidextre et qu'il voulait absolument être lu par beaucoup plus de monde que les Finnois, qui étaient à l'époque, ils étaient, je crois, 2 ou 3 millions ou 4 millions. Il écrivait sur la feuille gauche, il écrivait le texte en suédois, et à droite, il écrivait le texte en finnois. C'est étonnant mais en fait, on a vu, pardonnez-moi parce que ça me vient à l'esprit, Obama a reçu le prix Nobel de la paix il y a 4 ans, oui. Donc on voit qui manipule le prix Nobel, voilà. C'est n'importe quoi. C'est fondamentalement n'importe quoi. Voilà. Et puis, pour revenir au livre, ça parle des Étrusques, ça s'appelle l'Étrusque, un peuple qu'on connaît assez peu. En fin de compte, c'était quoi dans l'Italie, ce qui correspond à peu près à l'Italie actuelle, qui vivait, c'est Alors, ça les Étrusques, en fait, absolument. Ce qui est fascinant avec les Étrusques, qui ont habité, en fait, toute la région de la Toscane actuelle. Vous savez que c'est une des plus belles régions de l'Italie, sinon la plus belle, véritablement. Moi, je conseille à tous vos auditeurs de la parcourir en voiture, parce que c'est magique, c'est véritablement magique. Et les Étrusques avaient un don particulier, justement, pour prévoir le futur. Leurs prêtres examinaient les directions, la nature, les dessins et le bruit des éclairs. Les prêtres montaient au sommet des montagnes et attendaient les éclairs. Donc, comme ils étaient choisis par Dieu, donc ils ne risquaient rien. Et les prêtres étrusques avaient écrit, c'est dans les textes, on les a, que leur peuple vivrait 400 ans, je crois, ou 500 ans, et qu'il disparaîtrait d'un seul coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont disparu, grosso modo, à l'avènement du Christ, du christianisme. Ils ont totalement disparu. On a beaucoup de témoignages de leur passage. Il y a un art étrusque qui est absolument fascinant. On sait très peu, sauf qu'on leur doit, en revanche, l'alphabet. N'oubliez jamais. On leur doit l'alphabet qu'ils ont hérité des Phéniciens, qu'ils ont adapté, et l'alphabet actuel qu'on utilise, ce sont les Étrusques qui nous l'ont légué. Il faut le savoir. Très important. On a Tarquin, on a de différents monarques étrusques, et d'ailleurs Valtari les met en scène, puisque bien entendu notre personnage, qui est toujours un second couteau, finit par rencontrer Tarquin et toute sa cour, lui-même, sans dévoiler la fin du livre, parce que la fin du livre est très très importante, tout se dénoue en fait à la fin. Toujours dit que les éclairs, vous savez même que Zeus, le dieu grec, il tient un éclair dans la main, voilà, c'est le côté divin. Et bien justement, l'éclair joue un rôle totalement fascinant à la fin et permet de décrire le futur et de comprendre ce qui va se passer, et surtout de voir comment évolue la prêtresse, la vierge, la prêtresse nymphomane, qui est compagne de Turms. C'est grandiose. C'est vraiment, véritablement, un très grand livre que je mets au même niveau, sans aucun problème, que Sinou et l'Égyptien. Voilà. Moi, ça fait partie de mes... vous savez, j'ai lu à peu près 20 000 livres. Ces 2 livres font partie du top 10. Ouais. Mika Valtari, qui est un auteur qui est vraiment très important en Finlande, on s'en rend pas forcément compte, mais les Finlandais en parlent comme l'auteur le plus important du XXe siècle. C'est leur Gabriel Garcia Marquez à eux, voilà. C'est leur ou Victor Hugo, comme on veut. Il est considéré, il y a des places Mika Valtari, etc. C'est très important. Voilà, donc c'est un très très grand écrivain, et je rends hommage à Jean-Pierre Carasso, lui qui est le traducteur. Qui est le traducteur, qui a su... moi, je ne sais pas comment la grâce l'a touché, ça c'est très clair. J'en ai discuté avec lui d'ailleurs, parce que la traduction est sublime. Et j'ai eu on a eu des lecteurs finnois qui vivent à Paris, qui nous ont dit qu'ils ont lu la version française et qui est encore plus belle que la version finnoise. C'est dire.
D'accord. Alors là, moi, j'étais vraiment scotché quand j'ai entendu ça. C'est assez intriguant parce que c'est indiqué traduction crépusculaire. Ça veut dire quoi ça, traduction crépusculaire? C'est nous qui avons mis ça, traduction crépusculaire, parce que y a quelque chose dans ce livre, vous savez, qui est lié, si vous voulez, à la splendeur de la journée au coucher du soleil. Il y a quelque chose de grandiose. Voilà, il y a quelque chose de grandiose. Puis après Vous avoir... savez, c'est comme ces raies de lumière, vous savez, qui parfois traversent un nuage et qui éclairent juste une zone. Oui, Ouais. c'est ça. Je pense que ce qu'on a voulu dire, si vous voulez, c'est que le traducteur a été touché par la grâce. Et je pense que dans tous les livres, aucun éditeur n'a jamais mis ça dans aucun des livres pour rendre hommage au traducteur. D'accord. Bah, on lui rend hommage à Jean-Pierre Carosso, ce traducteur. Puis après avoir fait un peu le parcours comme ça dans cette émission de l'écriture de Mika Waltari à travers les époques, on se rend compte qu'il y a des thèmes forts qui reviennent à chaque fois. C'est les hommes et les dieux. Oui, les hommes et les dieux, parce que vous savez, aujourd'hui on vit dans une époque extrêmement technologique, et plus on a de la technologie, plus on s'estime, déconnecté des dieux, du surnaturel, de la magie. Ce qui est assez curieux, parce que à leur époque, et même pas si lointaine que ça, je pense qu'il faut juste reculer d'à peu près 80 années, ou même un siècle maximum, pour voir que à l'époque la santé, les choses de la vie n'étaient pas aussi simples, et que les gens avaient une foi beaucoup plus importante, parce qu'ils se rendaient compte que la foi et la discussion avec les dieux ou l'ange gardien étaient vitales pour pouvoir survivre, du moins pour pour avoir toutes les chances d'obtenir ce qu'on veut ou ce que l'on souhaite dans la vie, ou si ce n'est pas pour soi, pour les enfants. Et très souvent d'ailleurs en France, c'est très particulier, on priait pour les enfants. Là on voit bien l'interaction, c'est ce que montre cette interaction dans la prière, dans les invocations, même quand les gens se fâchent avec les dieux, avec les anges, etc. Donc quand ils les invectivent, parce que ça aussi c'est commun, ça fait partie de la de la foi du charbonnier, comme on dit. Et donc on touche là une période absolument extraordinaire où les gens parlaient aux dieux. Parce qu'à l'époque il y en avait plusieurs, et ça c'est quelque chose qui a disparu progressivement. En revanche, si vous allez aujourd'hui, par exemple, vous allez en Thaïlande, vous allez vous allez même en Chine, vous allez dans tous les pays asiatiques, en Japon, etc. Vous retrouvez cette communication. Le Japon est aujourd'hui le seul pays contemporain, moderne, ultra technologique, qui a gardé cette discussion permanente avec les dieux. Si vous allez à Kyoto, par exemple, qui est à l'Asie, ce que Rome est à l'Europe, vous avez des temples à tous les 2 mètres, comme vous avez des églises tous les 5 mètres à Rome, vous trouvez, par exemple, des moines qui étaient en train de prier, qui sont morts dans la prière, leur corps est totalement incorruptible, et les Japonais les ont laissés là, et puis c'est des temples, vous rentrez, tout le monde trouve ça normal. C'est absolument extraordinaire, je vous le dis. À Kyoto, vous touchez le surnaturel asiatique ou contemporain. Oui, les Japonais n'ont pas abandonné cette communication avec les dieux. Et qu'on retrouve dans l'écriture de Mika Waltari. Exactement, qu'on retrouve dans cette écriture. C'est absolument étonnant d'ailleurs à quel point le Japon, si vous voulez, n'a pas eu besoin, si vous voulez, de se débarrasser des religions, etc. Bien au contraire, ils ont tout à fait réussi à intégrer ça dans leur vie quotidienne, alors que nous, avec la Révolution française, on a eu ce besoin de se débarrasser de la foi et des dieux. Alors, on peut peut-être terminer, comme c'est le dernier livre de Mika Waltari dont on parle dans cette émission, pour vous laisser, Pierre Jovanovic, si vous le souhaitez, présenter un peu votre maison d'édition, Le Jardin des Livres, qui édite donc ces livres de Mika Waltari, mais pas seulement, parce que vous éditez plein d'ouvrages dans des genres assez différents, en fin de compte. Oui, en fait, on a publié beaucoup de livres historiques, évidemment, de Mika Waltari, mais surtout nous publions depuis maintenant 5 ans, 6 ans, d'une série de livres économiques, et vous le savez, le Jardin des Livres était un des premiers à annoncer une crise économique majeure, qui mettrait le pays, la France, en danger, et c'est malheureusement le cas aujourd'hui, vu tous les licenciements auxquels on assiste. C'est absolument effrayant.
Et donc nous avons publié des livres qui décrivent en fait les mécanismes qui ont conduit à cet effondrement économique, à l'explosion de Wall Street. Dans une autre dimension, on a beaucoup de livres sur la spiritualité, sur la vie, sur les expériences de mort imminente ou les expériences aux frontières de la mort, avec des ouvrages majeurs qu'on a traduits de l'américain, mais également en français. Voilà, donc c'est un comment dire, c'est un spectre assez large, mais on peut dire, si vous voulez, avec l'Étrusque ou même avec Rome, que justement, on l'a vu d'ailleurs avec dans le livre Rome de Valtari, on a vu que à un moment donné, si vous voulez, dans l'histoire, l'économie joue un rôle majeur, et ce sont toujours les monarques qui dépensent trop d'argent et qui ensuite volent l'argent du peuple. Hein. Donc c'est ça qui est extraordinaire avec Valtari, si vous voulez, c'est que c'est la jonction de l'ensemble de nos livres. C'est assez curieux, mais je l'ai même pas fait exprès. Je le constate parce que vous m'avez posé la question. Hein. Et c'est très intéressant de voir ce mélange des genres. Et on voit bien, si vous voulez, que l'économie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, si vous voulez, quelque chose de très simple. Les premières pièces d'or, hein, elles sont nées en Grèce. Elles sont nées justement dans cette période que décrit Valtari, 600 ans avant Jésus-Christ. Hein, vous avez, qu'est-ce que vous aviez sur les pièces? Vous aviez l'effigie, le portrait, le profil d'un dieu ou d'un déesse. Vous aviez Apollon, vous aviez Athéna, vous aviez Zeus, Janus, et j'en passe, et d'autres. Et progressivement, si vous voulez, les monarques ont remplacé, les empereurs ont voulu remplacer les dieux. Alors qu'à la base, la monnaie était considérée comme quelque chose d'un échange divin. L'or était quelque chose de divin, et l'argent aussi. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous avez, si vous prenez un billet euro, vous avez que des portes et des fenêtres et des ponts. Oui. Et en plus qui n'existent pas, qui ont été volontairement créés de manière à ce qu'aucun peuple européen ne puisse reconnaître un monument nationaliste. Vous voyez, donc c'est fait pour atténuer, pour effacer toute forme de nationalisme. Ça a été fait exactement la même chose pour les plaques d'immatriculation, rappelez-vous, le scandale la révolte des Français parce qu'on pouvait pas mettre 75, 92, etc. C'était tout le monde noyé, toutes les plaques d'immatriculation européennes noyées exactement sur le même modèle et personne ne sait d'où vient cette voiture. La méthode américaine. Voilà, donc ça c'est très intéressant si vous voulez. C'est comprendre l'histoire, lire l'histoire avec Valtari nous permet de voir tout ce que le système médiatique aujourd'hui ne veut absolument nous cacher. Il s'obstine à vouloir orienter notre regard, notre attention dans des directions, alors que tout se passe bien entendu dans le sens dans la direction opposée, évidemment. Bon, on peut retrouver tous les livres de Mika Valtari que vous éditez et tous les autres livres que vous éditez sur votre site internet www.lejardindeslivres.fr, un site qui est très riche, où il y a beaucoup de choses qu'on peut oui, c'est extrêmement complet. Vous avez même des chapitres sur Valtari, vous avez des chapitres disponibles. C'est vraiment c'est un site assez complexe, complet et dès qu'on rentre dans les détails, on peut effectivement, on a tous les secteurs, tous les thèmes sont bien séparés. Le site est extrêmement complexe, mais la navigation est extrêmement simple. Justement, c'est ce qui fait son succès. Et je dirais à vos auditeurs qu'ils peuvent effectivement commander ces livres également bien entendu chez leur libraire, puisque ça reste vous savez, en ce moment les libraires sont en train de disparaître à cause de cette crise économique. C'est quelque chose d'absolument terrible parce que ce sont des points culturels qui disparaissent en même temps, et c'est quelque chose qui fait quand même assez peur. Donc faites un tour en ligne et puis commandez-le après chez votre libraire. Oui, absolument. Vous pouvez recommander. Vous savez, il y a beaucoup de gens quand même qui vivent dans des. Vous savez, la France, c'est quand même une région, si vous voulez, où les gens vivent excentrés des villes. Donc nous, on a. Il y a beaucoup de personnes en ville. Oui, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller. Qui le commandent sur le site, mais beaucoup de gens à Paris, Lyon, Marseille, etc. Ils le commandent dans les librairies. C'est tout aussi rapide. Merci Pierre Jovanovic de nous avoir fait connaître ce grand auteur finlandais, Mika Valtari. C'est moi qui vous remercie de lui avoir donné cet honneur. Il le mérite. C'est avec plaisir. Vraiment. Alors si vous souhaitez avoir l'Étrusque chez vous, vous savez comment faire. Vous nous appelez au standard 03 88 79 09 01, 03 88 79 09 01, ou vous nous envoyez un mail à pierre@radioarc-en-ciel.com. Merci Pierre Jovanovic et à bientôt. Merci à vous.